Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être d'évoquer un sujet très important qui actuellement est en train de prendre une place primordiale dans une possibilité d'allocation d'une grande partie des investisseurs, c'est-à-dire la crypto-monnaie. Voilà bientôt plus de 2 ans que j'en parle énormément et aujourd'hui on est pour moi sur le meilleur timing d'allocation. On avait un super timing d'allocation en 2023, été 2023. Un an après, on se retrouve exactement pour le même sujet et aujourd'hui on est quand même sur un timing fondamental, bien plus concret vis-à-vis justement des dernières petites annonces qu'on a pu avoir par rapport au domaine, notamment vis-à-vis des ETF ETH, d'accord, ainsi que les élections américaines qui vont pouvoir arriver directement en novembre 2024. Donc cela fait que tout vient se croiser au bon moment. Il ne faut pas oublier que la finance, l'économie, le trading, tout ce que vous voulez, n'est et ne sont que la somme d'un timing justement saisi. Aujourd'hui, on est dans un timing où tout vient finalement corréler, tout vient se croiser. Enfin, on commence à avoir entre guillemets des étoiles qui s'alignent pour pouvoir avoir une certaine confiance dans le domaine. On a déjà eu l'acceptation des ETF Bitcoin, c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, 2023, tout à fait, on reviendra sur le graphique dans tous les cas pour vérifier tout ça. Ne vous en faites pas. Et on arrive sur l'acceptation des ETF Ethereum, donc on n'est pas sur rien non plus, on est sur la deuxième plus grosse capitalisation crypto-monnaie présente au sein du domaine et au sein de la sphère, donc on va pouvoir en parler aujourd'hui. Effectivement, les ETF Ethereum enfin au comptant ont été acceptés. La première approbation des ETF Ethereum s'est fait le 23 mai 2024 par la SEC, d'accord, donc déjà très bonne première étape. Cela dit, les approbations de formulaires étaient ok, mais les listings, c'est-à-dire l'accès à l'investissement, n'étaient pas encore viables vis-à-vis du fait qu'il manquait une validation de formulaire, le S-1 dont on va parler tout à l'heure, qui a été approuvé hier, d'accord, à 15h30 heure française, donc forcément on va pouvoir fortement s'y intéresser, faire de l'analyse graphique pour comprendre finalement comment le marché a réagi la dernière fois que des ETF BTC ont été finalement acceptés pour la première fois dans l'histoire de la crypto-monnaie. Et donc, qu'est-ce que potentiellement ça pourrait produire vis-à-vis du fait que on pourrait avoir exactement le même scénario qui prend place. Voilà pour ce détail. Donc effectivement, un secret de Polichinelle se termine, les ETF Ethereum sont approuvés. Ce 22 juillet 2024, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a mis fin à un secret de Polichinelle. Les ETF Ethereum sont enfin et définitivement approuvés après les pré-approbations à la cotation donnée par la bourse de Chicago vendredi et par la bourse de New York aujourd'hui, c'est-à-dire hier. Il ne manquait plus que le dernier coup de tampon du très récalcitrant Gary Gensler, dont on va parler juste après, président de la SEC, afin de valider pour de bon ces fameux fonds négociés en bourse basés sur de vrais Ethereum. Donc ça forcément c'est extrêmement intéressant. Ça y est, ils sont listés, donc on va pouvoir essayer de comprendre graphiquement ce que ça va vouloir signifier. 9 ETF Ethereum enfin disponibles aux États-Unis, donc vous voyez c'est quand même très intéressant. C'est soutenu par BlackRock, donc forcément ça veut dire beaucoup de choses. Et les fonds de Fidelity Ethereum Fund ici proposés par Fidelity devraient particulièrement attirer des capitaux de riches investisseurs institutionnels. Et évidemment, si les investisseurs externes achètent des produits financiers émis par des fonds basés sur de l'Ethereum ou du Bitcoin, forcément, par rapport à la total supply du Bitcoin, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y en avoir de moins en moins sur le marché, la loi de l'offre et la demande, pour l'attrait à ce domaine-là via une institution, ce qui donne plus de légitimité finalement au domaine, au secteur, ce qui est très intéressant à noter. Donc nécessairement, il y a une poursuite de prix haussière qui devrait, entre guillemets, prendre place. En parlant des ETF Bitcoin au comptant, la cryptosphère espère que les fonds Ethereum approuvés ce jour connaîtront au moins une part de l'incroyable succès de leurs prédécesseurs. En effet, ces ETF spot BTC ont engagé 17 milliards de dollars d'entrée nette à peine en plus de 6 mois de cotation. Donc en réalité, on est à beaucoup plus que ça actuellement. Les paris sont ouverts. Combien de milliards arriveront dans les ETF Ethereum au comptant d'ici 6 mois, d'accord? Donc ça c'est évidemment une donnée très importante. Et faisons une petite parenthèse pour parler de notre cher Gary Gensler, qui est actuellement le président de la SEC, d'accord? Donc c'est lui qui est décisionnaire sur une grosse partie des dossiers qui vont pouvoir être mis sur sa table. Alors évidemment, il ne travaille pas tout seul, évidemment c'est pas vraiment le seul décisionnaire, mais vous aurez compris que c'est bien souvent l'image de la direction qui va refléter les décisions et forcément la politique qui va être menée
au sein du domaine, et il faut savoir que notre cher Gary Gensler est un anti-crypto au plus haut point, d'accord. Il a déjà eu des propos quand même très vulgaires et parfois très déplacés vis-à-vis du domaine, ce qu'on peut évidemment entendre quand justement on fait une analyse assez détaillée justement des partis politiques pour lesquels il a pu travailler depuis maintenant un bon moment, donc Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden, qui sont évidemment des présidents démocrates qui sont entre guillemets plutôt orientés sur le social, plutôt orientés sur la stabilité économique et on va dire un peu moins de spéculation, contrairement aux républicains, d'accord. Donc ça va être très très important de le comprendre, et malgré tout, à la base, notre cher Gary Gensler est censé être un personnage dit apolitique, d'accord. Ça signifie que en principe il n'est pas censé trop donner son avis vis-à-vis de certaines choses, d'accord. Il doit mener son métier sans entre guillemets voilà, donner son avis personnel, avoir une neutralité politique. Cela dit, on peut parfois être quand même voilà, les présidents de la SEC sont quand même parfois perçus comme influencés par les priorités politiques de l'administration en place. Donc en l'occurrence ici c'était l'administration Obama, là c'est l'administration Biden, donc démocrate évidemment. Donc il est dicté entre guillemets par cette administration démocrate qui peut mettre un accent particulier sur la protection des consommateurs, des investisseurs, et plutôt suivre la ligne politique entre guillemets de gauche, parce que pour faire très simple et pour expliquer de manière assez large, voilà, les démocrates entre guillemets c'est la gauche, d'accord, et les républicains c'est la droite, d'accord, pour vous donner quelques comparaisons françaises assez simples à mettre en avant, d'accord. Donc on est typiquement dans ce cas de figure, et donc forcément notre cher Gary Gensler lui vient plutôt pencher à gauche, donc tout ce qui va être le côté libéral, tout ce qui va être le côté un petit peu plus spéculatif, hein, qui s'éloigne un peu du social et un peu trop, et qui se rapproche plutôt de la volatilité, ça va pas du tout lui plaire, alors qu'il est censé faire preuve de neutralité, d'accord. Donc on verra juste après pourquoi du coup ça n'a pas été le cas. Donc effectivement, hein, Clinton et Obama sont deux présidents totalement orientés démocrates, d'accord. Donc Obama, 44e président des États-Unis, qui a fait 2 mandats de 2009 à 2017 quand même, hein. Il a été pour un bon moment on va dire président. Bill Clinton pareil, un 42e président des États-Unis, qui a servi lui aussi pendant 2 mandats, donc de 93 à 2001. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'initiatives on va dire de la part de ces deux chefs d'État qui sont malgré leur parti quand même très impressionnants dans tout ce qu'ils ont pu faire, d'accord. Être président de la première puissance mondiale, c'est quand même pas donné à tout le monde de 1, et puis c'est quand même un travail rudement compliqué, d'accord. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer l'aspect un peu sénile de Joe Biden, mais je peux vous dire qu'une grande partie d'entre vous ne tiendrait pas une semaine dans son métier. Il faut pas oublier qu'il a quasiment 81 ans, 82 ans, donc moi je sais que mon grand-père, si je devais le mettre dans un avion pour faire des voyages politiques toutes les semaines et partir à l'international tout le temps, je pense qu'il ne tiendrait pas longtemps, et il a à peu près le même âge. Donc voilà, c'est un recul on va dire humain qu'il faut avoir là-dessus. Malgré tout, voilà, je ne partage pas beaucoup de ses idées politiques, en tout cas pencher sur l'économie, parce qu'il faut oublier que cette chaîne est apolitique, on n'est pas là pour parler de tout ça, on est plutôt là pour parler d'économie et comprendre un peu comment certaines choses fonctionnent. Voilà, il faut savoir que je partage pas beaucoup de ces idées-là. Et donc du coup, en tant que démocrate, Obama et Clinton partagent des valeurs communes du parti démocrate, telles que l'accent mis sur l'égalité sociale, la justice économique, la réforme de la santé et la protection de l'environnement. Cependant, chaque administration a ses propres priorités et approches spécifiques en fonction du contexte de leur époque respective. D'accord, donc ça c'est évidemment très important à avoir en tête, d'accord. Donc ils ont chacun leurs idées, et donc ils sont clairement de gauche, donc tout ce qui va être des nouveaux produits financiers, ça leur plaît pas du tout. Eux de leur côté, ils ont plutôt on va dire ces 3 très gros piliers qui vont les intéresser, donc le fait de combattre les inégalités économiques, d'accord. Ils sont plutôt proches de la justice sociale, ils peuvent voir les crypto-monnaies comme un outil qui pourrait exacerber les inégalités, par exemple les gains substantiels réalisés par les premiers adoptants de crypto-monnaies qui vont contraster avec les pertes subies par on va dire les investisseurs moins avertis et plus vulnérables, d'accord. Bon voilà, ça encore une fois c'est une idée de gauche, on respecte, hein, personnellement je respecte totalement, mais forcément ça ne va pas du tout avec le domaine. C'est pour ça que Gary Gensler a fait traîner pendant très longtemps cette idée de venir mettre en place des crypto-monnaies sur le marché. Il n'était pas du tout pour. Pareil, ils ont une deuxième initiative très importante, l'environnement. Les préoccupations environnementales sont un autre facteur. Les démocrates se montrent
très souvent préoccupé par le changement climatique et l'impact environnemental des activités économiques, le minage de certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin consomme une quantité substantielle d'énergie et est souvent critiqué pour son empreinte carbone élevée. Alors la réalité c'est que bon, il faut faire beaucoup d'études économiques là-dessus, mais en réalité ça pollue pas tant que ça. Il faut comprendre que ça pollue par exemple beaucoup moins que des monnaies fiduciaires qu'on peut connaître actuellement, pour certains points évidemment, mais si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, je vous en parlerai précisément. On pourra faire un sujet sur est-ce que vraiment les crypto-monnaies polluent autant que ce qu'on en parle. Et troisième point, la stabilité financière. De leur côté, eux, voilà, il existe vraiment une crainte qu'une bulle crypto éclate et que les répercussions entre guillemets soient négatives sur l'économie globale. Alors ça, encore une fois, pour moi c'est un argument qui n'a pas lieu d'être, parce qu'en réalité la place des crypto-monnaies aujourd'hui dans l'économie mondiale est très faible en fait. Enfin, elle est vraiment à ses débuts, d'accord. On est loin d'être sur une valorisation telle que le S&P 500 ou à Apple ou à Nvidia, enfin bien loin de là d'ailleurs. Elle commence à être de plus en plus impliquée dans l'économie, d'accord, notamment Tesla qui détient beaucoup de crypto-monnaies, qui n'a rien vendu à l'heure où je vous parle. Ils détiennent à peu près 610 millions de gains on market latents, donc c'est absolument énorme. Donc plus le temps va avancer, plus justement on va pouvoir, je pense, émettre des comparaisons on-market entre eux, finalement des très grosses entreprises, leur détention de Bitcoin et finalement le S&P 500, très clairement. Donc voilà pourquoi justement ce fameux Gary Gensler a été quand même assez compliqué, mais on peut aller plus loin. Donc voilà, c'est le président de la SEC, il a été souvent critiqué pour sa position anti-crypto pour plusieurs raisons: réglementation stricte, application rigoureuse des lois existantes. Il a adopté une approche stricte en appliquant les lois sur les valeurs mobilières aux crypto-monnaies, considérant de nombreux jetons comme des titres non enregistrés. Cette position a mené à des poursuites contre plusieurs acteurs majeurs de l'industrie des crypto-monnaies, y compris des plateformes d'échange et des projets de tokens, notamment XRP, enfin Ripple du coup, et d'autres exchanges. Sauf qu'encore une fois, malgré tout, et c'est ce que j'explique souvent, la finance a toujours raison en bout de course. Si vous voulez, à partir du moment où vous respectez la totalité des réglementations, la totalité des petites lignes qui est écrites à la fin des contrats, vous ne pouvez que l'accepter. Et Gary Gensler a déjà eu des problèmes avec la justice par rapport à ça, et il y en a déjà actuellement, si je dis pas de bêtises, par rapport à une potentielle non-neutralité vis-à-vis justement du domaine en réalité, et donc il pourra à mon avis répondre de ses actes incessamment sous peu. Clarté réglementaire insuffisante, les critiques soulignent que la SEC sous la direction de Gary Gensler n'a pas fourni des directives claires et spécifiques sur la manière dont les crypto-monnaies devraient être réglementées. C'est notamment pour ça que justement il devrait se faire épingler, parce qu'effectivement on dit voilà, vous devez vous réguler comme ça, mais comment on fait? Voilà, vous devez faire comme ça, mais sans donner plus de détails, et il devra répondre de ses actes en tout cas sur ces points-là. Donc on voit clairement un très gros barrage qui a été fait à ça, un barrage absolument pas du tout apolitique, avec un très gros manque de neutralité, ce qui évidemment aux États-Unis ne plaît pas du tout. Propos et public en action, donc il a été quand même, il a fait beaucoup de comparaisons aux fraudes historiques. Gensler a souvent comparé le marché des crypto-monnaies à des périodes de spéculation intense et de fraude dans l'histoire financière, ce qui a été perçu comme une manière de discréditer le secteur entier. Par exemple, il a comparé les stablecoins à des jetons de poker utilisés dans les casinos, ce qui est totalement idiot pour le coup. Enfin, d'un point de vue technologique, ça fonctionne pas du tout comme ça. Les stablecoins sont juste peg sur la valeur des monnaies fiduciaires, par exemple l'euro ou le dollar. Ça vous permet justement d'avoir un certain pouvoir d'achat dans l'économie externe, d'accord, donc dans l'économie existante pour le coup. Voilà, c'est pas du tout des jetons de poker. Alors l'USDT, notamment émis par Tether, on pourra en reparler si vous voulez, parce qu'il y a des gros problèmes à ce niveau-là, à mon avis et à mon sens. Il y a un très gros manque d'opacité, je suis d'accord avec certains de ces arguments, pour le coup il n'y a pas de problème. Mais pour tout ce qui va concerner par exemple l'USDC, Cycle ou quoi que ce soit, on a des audits qui sont faits tous les ans, ils sont collatéralisés d'une manière assez impressionnante. Voilà, il n'y a aucun souci de défaut de paiement si jamais il y a des soucis, quoi. Ou en tout cas s'il y a ce qu'on appelle un bank run sur les exchanges, il n'y aura pas de problème. Opposition aux ETF Bitcoin, la SEC a refusé plusieurs demandes de création d'ETF Bitcoin au comptant, arguant que ces produits pourraient être sujets à la manipulation du marché. Cela a été vu par les partisans de crypto-monnaies comme une obstruction à une adoption plus large du Bitcoin et à l'intégration du secteur dans les marchés financiers traditionnels, et accent sur la protection des investisseurs. Gensler met un fort accent sur leur protection, affirmant que le marché des crypto-monnaies est souvent parsemé de fraudes, d'escroqueries, de manipulations. Cette approche, bien que justifiée dans un sens, est perçue par certains paternalistes et excessivement restrictive. Alors je suis d'accord avec lui, pour le coup, je ne suis pas en total désaccord avec ce qu'il peut énoncer. Cela dit, je le trouve quand même très rude avec le domaine, trop rude pour le coup, ce qui malheureusement va lui provoquer des soucis. Dans tous les cas, c'est une certitude. Donc voilà, à observer un petit peu, mais il a fait preuve de barrage professionnel potentiellement, on va dire,
admettable, d'accord, c'était d'accord pour pas mal de choses, mais il y a une grande partie de ses propos qui étaient totalement hors sol, qui n'avaient strictement rien à faire, entre guillemets, dans les idées ou dans la bouche, tout simplement, de quand même, voilà, le président de la SEC qui est censé faire preuve de neutralité politique. Voilà, on n'était pas du tout dans ces cases-là, et ça s'est fortement ressenti. Et donc mon avis par rapport à ça, je vous le donne, d'accord, je vous l'ai écrit ici pour ceux qui veulent le lire. Pour moi, la position de Gary Gensler, elle peut être vue comme une tentative de réguler un marché relativement jeune et volatile. Pour le coup, je suis entièrement d'accord avec ça. La nécessité de protéger les investisseurs contre les fraudes et les manipulations est indéniable. Cependant, une approche trop rigide peut étouffer l'innovation et ralentir l'adoption de technologies de blockchain. Une balance entre protection des investisseurs et encouragement à l'innovation serait idéale, avec des lignes directrices plus claires pour permettre aux entreprises de naviguer dans un paysage réglementaire sans craindre des répercussions juridiques inattendues. D'accord, parce qu'on vous dit, voilà, vous devez faire comme ça, sans vous donner plus de détails, mais ce qui se passe, c'est que si vous ne le faites pas bien, on vous sanctionne. C'est un peu les idées que Gary Gensler mettait en avant, et c'est pour ça que ça posait beaucoup de soucis. Cela dit, c'est bizarre, plus les élections américaines arrivent, plus forcément on a une sorte d'acceptation, comme ça par magie, un petit peu des deux plus gros coins sur le marché, vis-à-vis du fait que l'électorat américain, en tout cas le 15 mai 2024, il y a à peu près 20% des électeurs qui étaient en quête d'un candidat favorable aux crypto-monnaies, d'accord. Puis le 19 juillet 2024, après les élections, il y a à peu près 33% des électeurs qui, ici, sont très intéressés par justement un candidat qui va pouvoir mettre en avant les crypto-monnaies de la meilleure des manières, avec le plus de stabilité possible. D'accord. Donc forcément, pour Joe Biden qui est démocrate, il doit raviser ses positions, réaligner sa ligne éditoriale politique, et donc se dire, ok, attention, dès que je suis en retard sur les sondages, dès que je suis derrière, surtout que là, il y a dimanche, il a donné son abandon pour la course politique, d'accord, c'est l'électorat qui va me filer entre les mains et qui potentiellement va pouvoir être redonné aux républicains. Donc évidemment, un sondage de Harris, entre guillemets, porte sur les électeurs américains, a conclu l'intérêt des crypto-monnaies était en hausse à 33%. Donc forcément, il y a 33% d'entre eux qui expliquent et qui déclarent que les actifs numériques figureraient dans leur soutien aux candidats. Presque tout le monde sait désormais que Bitcoin et beaucoup de gens pensent que les crypto-monnaies feront partie de leur avenir financier, alors que 33% s'intéressent vivement, entre guillemets, au domaine. Il y a à peu près 77% d'entre eux qui ont déclaré qu'un candidat à la présidentielle aux américaines devrait avoir au moins une perspective éclairée sur la crypto, et ils sont également divisés sur le parti politique qui est le leader en matière d'actifs numériques. D'accord. Donc forcément, le fait que le président va pouvoir mettre en avant des idées, on va dire, ancrées sur de la crypto-monnaie, va être essentiel pour une grande part de l'électorat. Donc forcément, il faut y faire très attention. Et c'est pour ça que clairement Biden se ravise sur ses idées et sur sa direction politique, que ces politiciens croient vraiment dans le potentiel de la crypto-monnaie ou disent simplement cela pour récupérer des voix, peu importe, le sujet prend de l'importance. Les crypto-monnaies s'importent particulièrement dans les États clés comme l'Arizona, le Michigan et la Pennsylvanie, qui, si je ne dis pas de bêtises, sont ce qu'on appelle des swing states, d'accord. Les swing states, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des États qui ont le plus de poids dans l'élection et qui potentiellement pourraient ramener le plus d'électeurs, d'accord. Donc forcément, il doit se faire aviser par rapport à ça. D'accord. Jusqu'à présent, un tiers des électeurs favorables aux cryptos souhaitent que les politiciens fassent de la régulation une priorité. Voilà, donc les données montrent que les cryptos sont de priorité pour les électeurs aux États-Unis, du Sénat, donc oui, c'est quand même très important à prendre en compte. De plus, il faut comprendre que malgré tout, dans l'ombre et dans les backstage un petit peu de tout ce qui peut se passer, les entreprises, malgré, on va dire, tous les propos, comme quoi je vous dis toujours que la politique n'est que le théâtre de la finance, envahissent en masse la blockchain, et cela depuis maintenant très longtemps. Il y a une révolution, entre guillemets, cryptographique qui devrait prendre place sur à peu près plus de 16 milliards de valorisation. On peut remarquer que le S&P est notamment voilà, très ancré dans multi-chain. On voit que voilà, Mastercard ici voilà, est très ancré dans Bitcoin, est très ancré aussi dans Ethereum, Visa, d'accord, donc ça fait partie des entreprises les plus importantes. Citigroup, donc une banque, ici aussi pareil, Microsoft ici. Donc vous voyez que petit à petit, on a de plus en plus de très gros méga caps qui sont en train de prendre place dans le domaine. PayPal sur Bitcoin, etc. PayPal a sorti sa crypto-monnaie. Donc vous voyez que, mine de rien, ça se fait dans l'ombre, et encore une fois, la finance a toujours raison sur ce qui peut se passer. Donc l'adoption par les entreprises explose, plus 39% d'initiatives blockchain dans le Fortune 100 en un an, 56% du Fortune 500 sur des projets on-chain, 86% des dirigeants reconnaissent les avantages de la tokenisation. Donc vous voyez qu'ici quand même on est vachement bien bâti. Il y en a encore les 50 compagnies ici, tout ça c'est utilisé, on va dire, des principes de crypto-monnaie. Là c'est pareil sur la supply chain, ici sur le healthcare, donc tout ce qui va être justement
le médical, pareil, il y a des utilisations en tout cas de technologie de blockchain. Donc encore une fois, on peut pas arrêter l'innovation, on peut pas arrêter la très bonne technologie que peut être entre guillemets la blockchain, parce que oui, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une activité, elle est ni bonne, elle est ni mauvaise, elle est là, elle est présente, d'accord. Comme j'explique souvent, vous pouvez soit utiliser une arme pour défendre les gens, soit utiliser une arme pour faire un attentat, d'accord. Voilà, c'est très extrême comme exemple, je veux bien je vous le conçois, mais c'est la réalité des faits. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un projet crypto-monnaie pour améliorer, avoir vraiment un projet intéressant derrière avec, on va dire, de la réalité d'exécution, beaucoup de, comment je pourrais dire ça, beaucoup d'innovations qui vont pouvoir permettre d'améliorer l'économie et vraiment de suivre la tendance, on va dire, libérale, quelque part. Soit justement vous faites un projet scam qui a juste pour but que vous partiez avec la caisse, et à ce moment-là, oui, vous n'utilisez pas votre arme, entre guillemets, pour sauver des gens dans ces cas-là, c'est certain. Donc la technologie, malgré tout, d'immobilité, de full transparence, est extrêmement prisée pour beaucoup d'activités, et pas que, hein, pour tout ce qui va être la supply chain, le gouvernement, même le trading, en réalité, ça va être très intéressant. Ces géants montrent la voie, BlackRock 1,3 milliard de dollars en bon trésor tokenisé quand même, Google info de blockchain directement sur son moteur, et PayPal, justement, voilà, c'est ça, c'est la monnaie. Alors je suis désolé, c'est pas une bonne qualité. Je pense que c'est en téléchargeant le PDF que ça a dû bugger, qui a 60 millions, si je dis pas de bêtises, de volume en avril, donc c'est absolument énorme. Donc vous voyez que petit à petit, on a quand même une certaine implémentation des entreprises dans le domaine, même les PME s'y mettent en masse, 68% voient leur crypto-monnaie comme une solution à un problème, et 76% s'intéressent aux avantages potentiels, donc via un sondage, des exemples concrets, comme par exemple Compass Coffee, qui est très connu aux États-Unis, qui a été fondé en 2014, et en juin 2024, il comptait à peu près il me semble 18 magasins, d'accord, donc forcément les paiements sont en USDC, plus de frais bancaires, parce qu'en fait quand vous avez un TPE, d'accord, qui vous permet par exemple de passer votre carte en sans contact, il faut savoir que du coup par exemple Mastercard ou Visa prennent des frais à chaque transaction, donc forcément c'est des entreprises qui sont qui sont financièrement extrêmement bien installées vis-à-vis de leur business model, ce qui est absolument génial, bravo à eux, c'est magnifique, d'accord. Et du coup le fait de passer en USDC, désormais il n'y a plus de frais de carte, d'accord, donc c'est-à-dire que par exemple si un client paye 10 euros, ce sera 10 euros de chiffre d'affaires et pas 8 euros, d'accord, ou 9,50 ou 9,90, d'accord. Après on a BankQ ici qui intègre des petits agriculteurs dans la finance mondiale, pareil basé sur la blockchain, et Queen of Wow qui est très connu aussi, qui est un gestionnaire d'inventaire, donc basé sur la supply chain, avec plus de 1000 milliards sur la blockchain, d'accord, donc c'est absolument énorme. Donc petit à petit c'est en train de se mettre en place. Pourquoi c'est énorme? Évidemment parce qu'il y a une certaine légitimité qui prend place, évidemment le fait d'accepter des ETF et accepter entre guillemets l'investissement institutionnel, c'est énorme, d'accord, c'est absolument énorme. Des afflux massifs de capitaux, développement de use case entre guillemets concret, accélération de l'adoption grand public, et forcément c'est un catalyseur, excusez-moi, qui nous permet de comprendre que ça commence à prendre beaucoup d'envergure. Cela dit, il y a quand même des défis qui vont persister, comme dans toute innovation. Aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup des véhicules électriques. Il y a un défi qui est de devoir par exemple se mettre en place par rapport aux véhicules électriques. Je sais que Michelin, ça va être un de mes très gros investissements dans les années à venir. Pourquoi? Parce qu'un véhicule électrique, en réalité, il use beaucoup plus de pneumatiques qu'un véhicule thermique, d'accord. Donc ça, c'est un défi qu'il va falloir entre guillemets relever de la part de Michelin, c'est-à-dire faire des pneus qui tiennent aussi longtemps que sur les véhicules thermiques actuels, mais pour les électriques, d'accord. Donc potentiellement reconcevoir certaines choses. Ça, c'est un défi qui, par exemple, aujourd'hui, vient faire face, entre guillemets, à des industries basées depuis maintenant bien plus longtemps que les crypto-monnaies ou les ETF Ethereum d'hier, d'accord. Donc pénurie de talent, évidemment, il y a moins de 14% de développement de dev en crypto en 5 ans aux États-Unis, parce que c'est très compliqué à trouver. C'est un milieu qui ne s'apprend pas à l'école, c'est pas un milieu qu'on apprend dans des livres, d'accord, c'est un milieu qu'on continue d'apprendre aujourd'hui. Full réglementaire évidemment, donc là ça commence à aller beaucoup mieux, mais c'est vrai que pour certaines activités, il va falloir remettre les choses un petit peu dans un certain cadre, mais le fait déjà d'avoir accepté les ETF Ethereum et Bitcoin, c'est absolument énorme, et manque de compréhension en interne. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent rien du tout, et donc forcément c'est une innovation très jeune et très précoce. Ces obstacles doivent être surmontés pour une adaptation massive, d'accord, donc on est vraiment aux prémices du domaine. Cela dit, les projections elles sont énormes, après 16 000 milliards d'actifs tokenisés d'ici 2030, c'est l'équivalent du PIB de l'Union Européenne, donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Actuellement, oui, en 2024, on est à 1,5 à peu près, donc on a quand même des très grosses projections, d'accord. Forcément, si tout le système bancaire de Mastercard, Visa commence à, entre guillemets, mettre même 30% de son activité sur le domaine, bon, les 16 milliards vont largement être explosés, hein. Ce sera 16 000 milliards, on va largement les exploser, ce sera pas très compliqué.
Voilà, donc forcément la blockchain use case entre guillemets, elle a plusieurs secteurs, digital currency, smart contract évidemment, securities, record keeping, et tout ça, ça peut s'implémenter à toutes les activités. Vous connaissez déjà. Je suis désolé pour la mauvaise qualité de l'image, je comprends pas pourquoi ça a merdé, mais c'est pas grave. Au moins si vous arrivez à lire un petit peu, c'est le principal. Évidemment ici au niveau justement des spots Bitcoin ETF, on peut voir qu'on est bien plus à 20 milliards aujourd'hui. On est ici pour IBIT à plus de 20 milliards rien qu'à lui tout seul. Grayscale ici on est à peu près à 20 milliards aussi. Pour Fidelity, on est à peu près à 15 milliards, 13 milliards, sûrement 12 ou 13 milliards. ARC ici, on est à peu près à, je pense, 3 4 milliards. Et BITB, on est à peu près à 2-3 milliards. D'accord. Donc forcément, c'est assez impressionnant. D'accord. Il y a une adoption absolument énorme. Donc forcément, on s'attend à ce qu'il y ait la même injection, justement, de liquidité dans, si vous voulez, les ETF Ethereum, exactement la même image que ce qu'on a pu avoir sur BlackRock, ce qu'on a pu avoir sur Grayscale, etc. Cela dit, graphiquement, qu'est-ce que ça nous a donné? Ici, si on observe un peu le graphique de Bitcoin, parce que c'est les dernières informations qu'on a pu avoir, hein, d'accord, qu'on a pu nous donner, on peut observer ici que l'approbation des ETF BTC s'est faite ici. D'accord, évidemment, on a eu un sell the news, c'est toujours normal, et que là, du coup, les 20 milliards se reflètent par cette hausse absolument énorme. Donc, le dernier top, donc la cassure de l'ATH était réalisée là, d'accord, et on a pris à peu près 92% vers le nord, d'accord, donc c'est quand même très intéressant. On a à peu près passé ici de 38 000 $ à plus de 70 000 $, ce qui est énorme. Donc, évidemment, si on émet exactement la même proportionnalité d'injection dans Ethereum, dans à peu près, on va dire, 6 mois, 8 mois, 1 an, on peut facilement imaginer un Ethereum qui nous ferait, on va dire, une très très grosse course vers le haut, enfin un Bitcoin tout le moins qui irait nous chercher une grosse course vers le haut, parce que ça serait très positif aussi. Donc on devrait aller chercher la même proportionnalité de mouvement, ce qui nous ferait atterrir sur les 100 000 $, d'accord, ce qui est plutôt sympathique. Effectivement, voilà, je me suis trompé. L'approbation des ETF s'est fait en début 2024 pour ETF BTC. D'accord, voilà, excusez-moi pour l'erreur de tout à l'heure, mais on est à peu près dans ces niveaux-là. D'accord. Donc ça a pris à peu près ici, entre 2024 et août, à peu près, voilà, entre 7 à 8 mois. D'accord. Cela dit, on n'a toujours pas cassé l'ATH, mais après on avait le halving qui arrivait entre deux. On a eu beaucoup de choses, on a eu MTGOX, on a eu le gouvernement allemand qui a foutu un peu la merde aussi. Donc forcément, on a eu quelques aléas fondamentaux, mais cela dit, d'un point de vue des liquidités, on va clairement aller chercher plus haut. Et donc, on avait un formulaire qui posait un peu souci, que je vais venir détailler avec vous. C'est le formulaire S-1, d'accord, donc de ARC21 Share Bitcoin ETF. Donc je vous ai pris cet exemple là, ça vient directement de la SEC, d'accord, donc vous pouvez le trouver, hein, c'est public. Donc vous voyez, ça avait été déposé le 28 juin 2021, d'accord, donc ça il me semble que c'est l'ETF, je sais pas si c'est l'ETF Ethereum, je vous laisse mettre pause hein, pour pas qu'on perde trop de temps là-dessus. Mais il me semble que c'est le TF Ethereum quand même, voilà, donc ça a été déposé quand même depuis maintenant très longtemps, ça fait longtemps que les idées sont en soute, comme on dit, et donc forcément, qu'est-ce que c'est le S-1 filing? C'est tout simplement une déclaration d'enregistrement qu'il faut déposer pour pouvoir, entre guillemets, faire une offre publique initiale, ce qu'on appelle une IPO, sur leurs actions, d'accord? Donc faire une introduction en bourse, tout simplement d'un ETF Ethereum. Et donc, forcément, ce formulaire, il est requis pour pouvoir enregistrer des fonds auprès de la SEC avant qu'ils puissent, entre guillemets, être proposés aux investisseurs, ce qui paraît normal. Cela dit, qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, c'est beaucoup de choses en réalité. C'est un des formulaires les plus conséquents à rendre, et c'est un des formulaires surtout sur lequel on peut le plus titiller un peu l'entreprise, et on peut le plus ralentir l'acceptation, d'accord? Parce qu'on est vraiment sur beaucoup de domaines. Première chose, les informations de l'entreprise, donc l'historique de l'entreprise, tout ce qui va être, on va dire, les missions, les opérations d'entreprise, la structure organisationnelle, donc tout ce qui va être l'organigramme, ses filiales, et j'en passe. L'activité principale, donc qu'est-ce qu'elle fait, quels produits elle va délivrer, et de quelle manière elle va pouvoir les backer. Les informations financières, donc tous les états financiers, l'analyse de la direction, donc les discussions avec, par exemple, des analyses de direction, des résultats financiers, des conditions de l'entreprise et des projections sur le futur. Les informations sur la gouvernance et la gestion, donc tout ce qui va être la biographie des dirigeants, la rémunération des dirigeants, le détail sur les salaires, sur les primes, les autres formes de rémunération. Les informations sur les actions, donc le nombre d'actions qu'ils vont pouvoir délivrer, comment ils peuvent les backer, ce qu'ils vont par exemple détenir en Ethereum et pourquoi ils vont pouvoir permettre entre guillemets aux investisseurs d'en détenir, à quelle proportionnalité, utilisation de fonds et les dividendes, d'accord, ça très très intéressant. Les risques, donc tout ce qui va être les facteurs de risque par rapport au domaine, par rapport aussi on va dire à la sphère dans laquelle ils vont intervenir. Les litiges en cours, est-ce qu'ils ont des problèmes, est-ce qu'ils vont avoir des on va dire des comment je pourrais dire ça, je sais pas, des affaires en cours, ok, qui pourraient leur coûter cher ou qui pourraient mettre en doute leur
leur bonne tenue, les conditions de marché, donc tout ce qui va des informations sur les marchés, conditions de marché, comment eux de leur côté ils vont prévoir entre guillemets d'opérer sur les marchés financiers, et la concurrence, comment ils vont entre guillemets dresser le portrait de leurs concurrents et comment ils vont s'aligner par rapport à eux. Donc évidemment tout ça c'est totalement, on va dire c'est fait pour que ça prenne du temps, c'est fait pour que ce soit long, d'accord, c'est normal, et c'est pour ça que entre guillemets c'est quand même assez redouté de la part des régulateurs, d'accord, enfin de la part des gens qui veulent se faire réguler, tout simplement parce que c'est extrêmement long, d'accord, à mettre en place, c'est extrêmement long. Voilà pour ça. Et au niveau de Bitcoin, évidemment, je tiens à rassurer la foule, beaucoup de personnes viennent entre guillemets se mettre au sol, pleurer ou baver sur Twitter, alors que finalement, si on fait une analyse très long terme de Bitcoin, donc là vous avez l'évolution de Bitcoin entre 2012 et 2024, c'est-à-dire nos jours, d'accord, et on voit qu'on a toujours eu ce qu'on appelle des périodes ascendantes et descendantes, d'accord. Ici, on voit que, d'accord, on va prendre par exemple ce premier exemple-là, le plus bas, d'accord, le plus bas par exemple des années 2015 ici a été 4 ans après le plus bas des années 2019-2020. D'accord. Les années 2019-2020, 4 ans après, ça a été le plus bas des années 2023, 2022, 2023. Ok. Ici, le dernier top entre guillemets 4 ans après et le prochain top entre guillemets par exemple ici. D'accord. Le dernier top ici de 2018 a été 4 ans après le prochain top des années 2020. D'accord. Donc ici, si vous voulez, on est dans cette période de cassure d'ATH. À chaque fois qu'on a une cassure d'ATH ici, ouais, donc là, le dernier ATH était ici, on a cassé l'ATH, pouf, on a explosé. Là, on est dans ces occurrences bleues, d'accord, donc on est actuellement là-dedans. Là, cassure d'ATH, paf, on explose vers le nord. D'accord. Ici, paf, ATH, paf, on explose vers le nord. Alors oui, plus on va exploser, moins on va faire de performance, parce qu'on n'établit pas la même performance on market sur 65 000 $ comme on l'établit sur 299 $. D'accord, c'est évidemment pas le même jeu. Donc forcément, il faut pouvoir avoir un petit peu de recul par rapport à ça et comprendre que plus le marché va avancer, plus il va devenir linéaire. D'accord, moins forcément on va aller chercher 50% de valeur sur 100 000. Ce sera plus possible. D'accord, on n'est plus tout sur la même proportionnalité de mouvement. Donc forcément ici, on est exactement dans ce timing là, donc on est ici, vous voyez, dans ce timing d'occurrence bleue juste là, donc on devrait avoir un mouvement haussier très radical qui devrait prendre place, d'accord, juste ici, dans le sens où encore une fois, on a absolument toutes les lignes qui viennent entre guillemets s'aligner au bon endroit, tout vient rebondir dans le bon sens, et on devrait pouvoir avoir tous les feux au vert pour commencer à passer. D'accord, donc il n'y a pas ni de priorité à droite, il n'y a plus de tout ça, maintenant c'est une ligne droite et c'est parti. Donc on est dans ces occurrences bleues, donc voilà, toutes les personnes qui viennent entre guillemets à chouiner un peu sur les réseaux ou qui malheureusement par manque de connaissances viennent à paniquer, voilà, ça a pour but de vous rassurer, ok, on est encore au plus haut du marché, il n'y a pas trop de problématiques à avoir, on n'est pas redescendu sur les années 2015, d'accord, on est vraiment bien loin. Voilà, donc ça c'est très important, donc c'est le mouvement qu'on devrait attendre par la suite. Forcément au niveau de quelque chose d'un peu plus compliqué à comprendre, le marché se déplace de liquidité en liquidité, et donc plus ici vous allez avoir des sphères colorées, plus en principe c'est des liquidités qu'on va venir chercher. Donc là on doit venir chercher ce niveau là désormais. Maintenant c'est l'ATH qu'on va venir trouver, mais je pense que c'est le graphique ici qui doit venir rassurer une grande partie de la foule. Allons sur graphique maintenant pour observer quelques petites choses. On va juste reprendre quelques minutes ce graphique, d'accord, pour vraiment vous remontrer et vous le réexpliquer de A à Z. Donc vous voyez, la logique veut que ici, dans la cyclicité d'un bull run et la cyclicité entre guillemets de ce qu'on appelle une purge, d'accord, vous voyez le dernier plus haut ici, donc de 2013, se reflète 4 ans après par le dernier plus haut justement de 2018, d'accord. Ici pareil, le dernier plus haut de 2017 vient se refléter ici par le dernier plus haut de 2021, d'accord, donc on est parfaitement dans cette cyclicité qui prend place, d'accord. Ici évidemment, donc je vous ai émis l'idée par rapport aux ETF Ethereum, par rapport à ça, d'accord, donc c'est le graphique qu'on a vu juste avant, qu'on va pouvoir supprimer désormais, et donc en principe on devrait venir chercher, vous voyez à peu près donc 4 ans après, si on est très cohérent, donc vous voyez le plus bas ici de 2019, 4 ans après, nous a donné le plus bas ici de 2022, et donc le plus bas de 2022 ici devrait nous donner ici le prochain plus bas entre guillemets de tout simplement 2025-2026, d'accord. Donc c'est à peu près dans ces eaux là qu'on l'attend. Cela dit, donc c'est à dire qu'à partir de ce moment le marché devrait commencer à chuter, donc on devrait revenir dans ces niveaux là. Cela dit, par rapport au dernier plus haut, d'accord, 4 ans après, donc le dernier plus haut était ici en 2021, donc 4 ans après on devrait atteindre ici
à peu près en mai, juin, juillet, novembre 2025, le prochain plus haut, d'accord, donc qui se situe approximativement, d'accord, après ça ce sera à déterminer évidemment suivant l'évolution du marché, à peu près entre les 100 et les 140 000 $, ne voyons pas trop haut quand même, d'accord. Voilà, donc ça c'est important de le noter, et vous voyez pareil, on est dans ces occurrences bleues, d'accord, on est toujours dans ces zones où justement, avant de casser la TH, avant de repartir derrière, donc c'est toujours des zones d'halving d'ailleurs, vous voyez le halving ici c'est fait ici, le halving c'est là, là le halving était dans ces niveaux-ci, d'accord. Forcément on bute un petit peu avant la TH, hein, on peut aller chercher dans le détail si vous voulez, mais pareil, hein, ici vous voyez le marché il était très très long, d'accord, il a été très latéral pendant un long moment, pendant quasiment plus d'un mois, donc là c'est quand même un sacré record qu'on est en train de nous faire, je vous le conçois. Ici on va venir en daily, vous voyez ici pareil, hein, en daily, avant de casser la TH, entre guillemets, on a cassé la TH puis on a retracé, d'accord, là pareil ça a mis quasiment voilà, plus de 40 jours, ok, donc c'est très très long, donc bon, je veux bien entendre que là actuellement c'est quand même la plus grosse occurrence bleue qu'on ait, ça fait quand même quasiment 154 jours, mais bon, le plan viendra entre guillemets suivre sa logique et on devrait potentiellement bien s'en sortir. Désormais, je vous fais un petit cadeau, on va aller pardon sur, à mon sens, quelques altcoins qui sont encore très très bien placés pour être entre guillemets pris. À mon sens, ADA est un très très bon investissement, d'accord, encore une fois, je suis en achat en interne, donc ADA ici par rapport à BTC, on peut le comparer par rapport à BTC et ETH, BTC USD, super. Voilà, on voit qu'on a quand même un très gros spread entre les deux, donc un écart qui doit finalement à un moment donné venir se combler, c'est une certitude, d'accord. À noter que ici ADA par rapport justement à BTC qui a tapé son top, on est là, d'accord, donc en principe on devrait venir chercher ce top pour le coup, donc on est à peu près ici jusqu'au top à peu près 600% de performance. On a aussi à mon sens le Litecoin qui est sur un très 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 bon niveau d'achat, pareil, hein, si vous n'avez pas fait les vidéos pour apprendre à analyser un graphique vous n'allez rien comprendre, mais voilà, il faut faire le travail nécessaire pour comprendre la finance, sinon ça sert à rien de s'y mettre, d'accord. Il faut pas penser que c'est quelque chose de simple, quelque chose de facilement accessible, non, c'est un métier qui est professionnel, c'est un métier qui est profond, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, donc il faut pouvoir bien s'en occuper. Vous voyez ici on vient de récupérer ce très gros niveau de contrepartie juste là, donc pour moi ici le Litecoin est encore un très très bon achat. On va pouvoir avoir par exemple aussi, pourquoi pas le Link qui est un très très bon achat aussi. Bien malheureusement j'ai quelques soucis sur mon broker, je ne peux pas me placer, je comprends pas pourquoi, voilà, je peux pas placer de position, mais avec le plus petit lot possible, autant vous dire que c'est pas très intéressant, mais il y a un souci de listing, donc j'ai contacté mon broker pour pouvoir prendre position, mais vous voyez ici pareil, hein, magnifique, on est sur de très très bons niveaux, le top de BTC est ici, donc on devrait venir rattraper tout ça, et par analyse on devrait aller chercher ici à peu près 500%. On va avoir aussi quoi, par exemple on peut avoir Avax qui est sur de très 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 bons niveaux d'achat aussi, pareil je suis en achat dedans. Je crois que j'ai deux positions qui tournent si je dis pas de bêtises. Une position qui tourne, autant pour moi. Voilà, donc la vague c'est absolument fantastique. Pareil, le dernier top de BTC est ici. Donc à partir du moment où Ethereum, BTC va pouvoir commencer entre guillemets à repartir sur des niveaux très intéressants et que Ethereum va surpasser Bitcoin dans sa performance on market, le bull run va débuter. Donc vous voyez ici toutes les occurrences vertes, ce sont les bull run, d'accord. Et on voit que ici quand Ethereum surpasse la performance de Bitcoin on market, on a un bull run. Donc on devrait être dans ce cas incessamment sous peu, d'accord, par rapport aussi à une analyse technique quand même très très fine du marché. XRP, où est-ce qu'on en est dans XRP, c'est pas le moment. Bon, ça fait bien longtemps qu'on est parti, je peux vous le mettre en logarithmique, mais j'ai deux très très grosses allocations dessus. Solana, pareil, pour moi on est parti, c'est plus intéressant. Le DOT, extrêmement intéressant, le DOT il a toujours pas délivré de mouvement, donc tout ce qui va être Polkadot, tout ça c'est très très intéressant, magnifique le DOT. Tout ce qui va être XRP c'est passé désormais. Vous avez des projets bien plus, on va dire un peu compliqués à prendre, mais par exemple le Chiliz, ça peut être intéressant, mais personnellement j'y mettrai pas une très grosse allocation, ça m'embête un petit peu, on n'est pas sur des très beaux niveaux, mais malgré tout on a un bon reprice quand même sur les 2023. Le Send, pareil, j'en ai racheté un petit peu, c'est en lien avec tout ce qui va être le 3.0, machin, The Sandbox pour ceux qui connaissent, très intéressant. Tout ce qui va être INJ aussi, pareil, on était sur des très bons niveaux, mais il aurait fallu acheter ici. Le SUI, toujours très intéressant à mon sens, honnêtement. Voilà, après je vais pas forcément dans le détail, je suis pas là pour ça dans cette vidéo, mais le BNB pareil
que j'ai racheté en levier magnifique. Pas en spot pour le coup, parce que pour moi le spot était moins intéressant que le levier. Donc j'ai acheté en levier, j'ai à peu près 10 de RR, on verra un peu ce que ça peut nous donner. Voilà, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous faire du sens. Évidemment, en l'espace de moins d'une heure, je ne peux pas vous évoquer la totalité de l'historique de tout ce qui a pu se passer ici, parce que c'est impossible, c'est beaucoup trop long. Mais voilà, j'espère que ces petites informations publiques vous ont plu. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas, contactez-moi directement en commentaire ou sur Instagram, sur la page principale, je vous répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée, une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, et on se retrouve dans un prochain contenu. Salut tout le monde, ciao ciao.